Une photo. Une petite fille aux boucles soignées, souriante aux côtés de François Mitterrand. Derrière elle, des gardes du corps. Autour d'elle, le protocole d'un État. Elle a peut-être 10 ans. Elle s'appelle Ndagbia Mobutu. Nda pour les proches. La cadette, la dernière-née d'un homme qui donnait un continent entre ses mains. Ce que l'histoire officielle a retenu de Mobutu Sese Seko, c'est le léopard, le bâton, les contes suisses et la chute. Ce qu'elle a effacé, c'est la table familiale à Gbadolit, les soirs où le maréchal rassemblait ses enfants et la petite fille qui perdait sa mère à 2 ans, un jour avant son anniversaire. Ndagbia Mobutu est né le 23 octobre 1975 à Bruxelles. Ce que sa vie révèle sur le pouvoir, l'exil et la survie commence maintenant. L'enfant qui ne savait pas qu'elle était symbole. Naissance dans l'Empire. Bruxelles, 23 octobre 1975. Ndagbia Mobutu voit le jour dans la capitale belge, ancienne métropole coloniale du pays que son père dirige depuis 9 ans. Le paradoxe géographique est déjà entier. La fille cadette du chef de l'État zaïrois naît sur le sol de l'ancienne puissance coloniale, dans un contexte où Mobutu orchestre simultanément la politique de zaïrénisation. Il rebaptise le Congo en Zaïre, renomme les villes, exige que ses ministres abandonnent leurs prénoms chrétiens pour des noms authentiquement africains. Le président lui-même devient Mobutu Sese Seko, Kuku Ngendu ou Azabanga. Une formule qui, traduite du lingala, évoque un guerrier qui va de conquête en conquête sans que rien ne puisse l'arrêter. Et pourtant, chez lui, la table est celle d'un père, pas d'un maréchal. Selon les témoignages directs de Nda recueillis des années après la chute, son père aimait réunir ses enfants certains soirs. Il était, dit-elle, démonstratif dans l'amour. Il savait aimer. Ce sont des mots simples, mais dans le contexte d'un homme que les archives diplomatiques américaines de l'époque décrivent comme froid, calculateur, maître du double langage politique, ce témoignage constitue un contrepoint factuel que l'historiographie officielle n'a jamais jugé digne de traitement sérieux. Le 22 octobre 1977, un jour avant que Nda souffle ses 2 bougies, sa mère, Marie-Antoinette, s'éteint. Elle avait 36 ans. Première dame du Zaïre depuis 1967, Marie-Antoinette Mobutu avait construit une réputation de rigueur affectueuse. Des enfants polis, disciplinés, élevés avec exigence et amour simultanément. Les témoignages familiaux disponibles la décrivent comme une présence structurante, une mère très stricte et très aimante à la fois. 2 qualités que la vie publique d'un chef d'État dissout souvent dans le protocole. Nda n'a aucun souvenir conscient d'elle. Elle avait 2 ans. Ce deuil-là ne se raconte pas, il se porte. 5 ans dans l'ombre du palais. Pendant les 5 premières années qui suivent la mort de Marie-Antoinette, Nda reste auprès de son père au Zaïre, Gbadolit, la cité que Mobutu avait métamorphosée en capitale parallèle au cœur de la forêt équatoriale, dans sa province natale de l'Équateur. Piste d'atterrissage capable d'accueillir le Concorde, palais climatisé, jardins entretenus au milieu de la brousse dense, champagne importé. Des reportages journalistiques de la fin des années 1978 et des études académiques sur le régime Mobutu documentent un site conçu comme démonstration de puissance absolue, un Versailles tropical selon la formule consacrée par plusieurs historiens. Pour Nda, c'est simplement la maison, l'endroit où son père se décompresse. Selon son témoignage, Gbadolit était pour le maréchal une place de paix, une formule d'une ironie documentaire saisissante quand on la confronte aux archives de la CIA et aux rapports du département d'État américain, qui décrivent simultanément Mobutu comme l'un des acteurs les plus calculateurs de la guerre froide africaine, gérant les flux d'armement vers l'Angola, négociant avec Washington, Paris et Bruxelles, depuis ce même lieu de paix. La vie quotidienne à Gbadolit pour la cadette du chef de l'État zaïrois avait une géographie précise. Se promener signifiait se promener avec des gardes du corps. Toujours. Ce n'était pas une contrainte, c'était une condition d'existence, aussi naturelle que de mettre ses chaussures avant de sortir. Les voyages en famille ne se faisaient jamais à 2 ou 3, c'était toujours une délégation. Des véhicules, des hommes, un protocole. Le convoi était la forme normale du déplacement. Cette normalité-là, celle d'une enfance vécue dans l'appareil d'État sans le percevoir l'appareil, est précisément ce que les biographies politiques de Mobutu n'ont jamais cherché à documenter.
Elle s'intéressait au pouvoir, pas à la petite fille qui grandissait dedans. À 5 ans, Da rejoint ses professeurs en Bruxelles. L'enfance continue, dans un autre décor, avec la même discipline héritée de Marie-Antoinette, transmise par la structure familiale elle-même, dans l'absence de celle qui l'avait instaurée. Lausanne, le protocole comme quotidien. À 15 ans, après plusieurs années en Belgique, au sein de la fratrie, Neda quitte pour la Suisse. Lausanne, un internat sélect dans l'une des villes les plus chères d'Europe, à l'époque où le franc suisse et la géopolitique de la neutralité helvétique en faisaient la destination d'élection pour les enfants des dirigeants africains, arabes et asiatiques qui voulaient combiner éducation européenne de prestige et discrétion institutionnelle. Elle dira plus tard que c'était une très belle époque, une enfance heureuse. Le mot « insouciance » revient dans son témoignage. Et simultanément, la discipline. Ces deux réalités coexistent sans contradiction dans sa description, parce qu'elles ne se contredisent pas. On peut être heureux et rigoureusement encadré. La rigueur était l'héritage de Marie-Antoinette, transmis à travers une fratrie qui n'avait pas eu le temps de connaître sa mère, mais avait grandi dans les formes qu'elle avait imposées. L'internat ne la retient pas sans incident. Neda se fait renvoyer 2 fois. Le détail est factuel, livré par elle-même, sans dramatisation ni honte apparente. Ce que cette information révèle est analytiquement plus intéressant que l'anecdote elle-même. La cadette de Mobutu, sous surveillance permanente, de garde-corps, pensionnaire dans un établissement helvétique sélect, fille d'un des chefs d'État les plus scrutés d'Afrique, se fait exclure 2 fois. Il y avait une adolescente ordinaire dans cet environnement extraordinaire. Ce n'est pas un détail anecdotique, c'est une donnée humaine que l'histoire politique efface systématiquement. C'est pendant cette période lausannoise qu'une photographie documente sa proximité avec le monde des grandes puissances. On la voit aux côtés de François Mitterrand, président de la République française. Selon son témoignage, Mitterrand se montrait très gentil avec elle. La photo existe. Ce qu'elle documente, au-delà de la scène, c'est la banalité du protocole pour une enfant qui n'a jamais connu autre chose. Serrer la main d'un chef d'État était une sortie normale. La France et le Zaïre entretenaient à cette époque une relation documentée de coopération étroite, la France-Afrique, dans sa forme la plus explicite, analysée en détail par les travaux de chercheurs comme François-Xavier Verschave. L'année où tout bascule. En mai 1997, les forces de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre, conduite par Laurent-Désiré Kabila, entrent en Kinshasa. Mobutu avait quitté la capitale quelques jours plus tôt. Le Zaïre cesse d'exister administrativement le 17 mai 1997, rebaptisé République démocratique du Congo par décret de Kabila. Les amis de son père sont partis, tous. Ils avaient honte, dit-elle, qu'on sache qu'ils avaient été en relation avec les enfants Mobutu. Ce phénomène, la désintégration du réseau de proximité après une chute de régime, est documenté dans la littérature politologique sur les transitions autoritaires. Mobutu meurt au Maroc le 7 septembre 1997. Les siens sont présents. Neda en fait partie. Elle a 21 ans. Elle est au chevet de son père jusqu'à la fin, dans un pays d'exil, loin de Gbadolite, loin du Zaïre qui n'existe plus. Les archives documentent la mort au Maroc. Elles ne documentent pas ce que c'est d'avoir 21 ans et de regarder mourir son père en exil, dans une chambre marocaine, après avoir regardé un empire s'effondrer en temps réel. Survivre après l'Empire. Gda s'installe en Côte d'Ivoire. Elle observe 2 phénomènes contradictoires et simultanés. Des portes qui s'ouvrent grâce au nom de son père et des gens qui font tout pour la rabaisser à cause de ce même nom. Le nom Mobutu fonctionne comme une devise instable, tantôt capital social ouvrant des accès, tantôt stigmate activant des hostilités. Cette dualité est documentée dans les trajectoires d'autres enfants de dirigeants déchus sur le continent africain, mais rarement avec cette clarté de témoignage direct. Le passage le plus dur, dit-elle sans détour, fut de travailler pour les gens, dans la restauration. Ce n'est pas une métaphore rhétorique, c'est une trajectoire concrète et vérifiable dans sa logique.
la fille cadette du maréchal du Zaïre, ancienne pensionnaire d'un internat lausannois, habituée des délégations officielles et des rencontres avec des chefs d'État, apprend à servir en salle dans un restaurant. Le contraste n'est pas là pour émouvoir. Il est là parce qu'il documente ce que la chute d'un régime produit dans les vies réelles de ceux qui en étaient les plus proches. En 1998, l'année même où Kongolo meurt, elle ouvre une boutique de prêt-à-porter féminin. Première tentative entrepreneuriale menée dans un contexte de deuil et de reconstruction identitaire simultanée. L'initiative est significative. Elle ne cherche pas à restaurer un statut par le réseau ou le nom. Elle cherche à construire quelque chose par le travail. Puis vient la Belgique. Elle y arrive sans papier, elle y étudie la cuisine dans cette situation administrative précaire, invisible aux yeux des institutions, indocumentée dans un pays qu'elle connaissait depuis l'enfance, mais qui ne la reconnaît plus administrativement. Elle régularise finalement sa situation. C'est dans ce contexte, l'apprentissage culinaire, la régularisation, la reconstruction par le travail manuel, qu'elle développe une activité de conciergerie. Un secteur qui exige précision, discrétion et sens du service. 3 qualités que, d'une certaine façon, son enfance lui avait transmises sans le formuler. Aujourd'hui, Gabia Mobutu est mariée et mère de 3 enfants. Elle est entrepreneuse. Ce parcours de Gbadolite à l'anonymat belge, du protocole présidentiel au travail sans papier, de la photo avec Mitterrand à la boutique de prêt-à-porter en Côte d'Ivoire, est l'une des trajectoires post-impériales les moins documentées de l'histoire politique cambolaise récente. Non parce que des faits manquent, mais parce que personne n'avait demandé de les raconter.